Nous allons voir dans cette deuxième partie la physiologie de l'hémostase. L'hémostase étant définie comme l'ensemble des phénomènes physiologiques qui permettent l'arrêt du saignement. Et elle se fait en 3 temps. Le temps vasculaire, le temps plaquettaire et la coagulation. Je m'explique. Lorsque vous vous blessez, vous avez une plaie par exemple au niveau du doigt, vous avez le sang qui coule. Et donc, pour arrêter ce saignement, comment va réagir notre organisme? Eh bien, tout simplement, les vaisseaux donc lésés, vont se contracter et en même temps, vous avez les cellules lésées, donc endothéliales, qui vont essayer de s'adhérer les unes aux autres pour colmater la brèche. Ensuite, viennent les plaquettes. Les plaquettes vont former ce qu'on appelle le clou plaquettaire. Et ce clou plaquettaire va colmater la brèche et il va arrêter le saignement. Mais c'est un arrêt de saignement qui est transitoire. C'est-à-dire que si la coagulation n'intervient pas en 3e position, vous avez le saignement qui va reprendre. Et donc, pour qu'il y ait un arrêt du saignement, un arrêt définitif, eh bien, il faut que la coagulation intervienne. Une fois que la coagulation entre en jeu, grâce au facteur de coagulation, vous avez la formation du caillot. Ce caillot va être à l'origine d'un arrêt définitif du saignement. Donc, le saignement ne va pas reprendre. Mais, si ce caillot, après avoir assuré sa fonction qui est l'arrêt définitif du saignement, ne disparaît pas, vous avez les tissus qui sont tout autour de la plaie, qui ne sont pas irrigués, puisqu'il y a ce caillot qui bloque l'arrivée du sang par les capillaires au niveau de ces tissus. Et donc, puisque ces tissus ne sont pas irrigués, donc, ils vont être le siège d'une nécrose. Or, c'est pas ce qui se passe lorsqu'on se blesse. Nous avons du sang qui coule, ensuite nous avons l'arrêt du saignement, et ensuite vous avez la cicatrisation qui se fait et on n'a pas, si vous voulez, cette nécrose-là. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que le caillot, une fois qu'il a assuré sa fonction, il va être détruit. Et c'est ce qu'on appelle donc la fibrinolyse qui fait suite à la coagulation. Cette fibrinolyse va permettre la reperméabilisation des vaisseaux et donc le sang va arriver de nouveau aux différentes parties donc de la blessure, donc des tissus autour de cette blessure, et donc ces tissus-là vont être irrigués, ils vont être nourris, ils vont pouvoir utiliser leur oxygène, etc. Et donc vous avez la cicatrisation qui va donc arrêter une fois pour toutes donc qui va donc faire disparaître en quelque sorte cette blessure grâce à la cicatrisation. Et donc, vous avez cette hémostase, comme je viens de l'expliquer, qui se fait en 3 temps, le temps vasculaire, le temps plaquettaire et la coagulation. Et le temps vasculaire ainsi que le temps plaquettaire vont constituer ce qu'on appelle l'hémostase primaire. Le temps vasculaire, donc, c'est la première réaction lors d'un saignement. Vous avez une vasoconstriction réflexe immédiate des petits vaisseaux qui ont été lésés, mais c'est une vasoconstriction qui est transitoire, c'est-à-dire qu'elle va disparaître juste après. Et vous avez les cellules endothéliales lésées qui vont essayer de s'adhérer les unes aux autres pour colmater la brèche. Vient en deuxième position, vient à la rescousse le temps plaquettaire. C'est-à-dire, ce temps plaquettaire va faire intervenir les plaquettes
Et c'est pour ça qu'on dit que ce temps plaquettaire est solidaire, ou plutôt le temps vasculaire est étroitement solidaire au temps donc plaquettaire qui vient juste après. Au cours de ce temps plaquettaire, vous avez la formation d'un clou plaquettaire ou ce qu'on appelle également le clou blanc. C'est-à-dire c'est un agrégat plaquettaire qui va arrêter le saignement, mais c'est un arrêt de saignement transitoire. S'il n'y a pas l'intervention de la coagulation, le saignement va reprendre. Et donc, au cours de ce temps plaquettaire, vous avez les plaquettes qui vont essayer de s'adhérer au collagène sous-endothélial sous l'action d'un facteur qu'on appelle le facteur de Willebrand. Ce facteur de Willebrand va jouer le rôle de ciment. C'est lui qui va permettre l'adhésion des plaquettes au collagène. Bien sûr, ces plaquettes, en s'adhérant au collagène, elles vont changer de forme. D'accord ? Donc, on va assister à des modifications morphologiques. Les plaquettes deviennent sphériques, elles deviennent rondes, donc sphériques, avec un contour en roue dentée. Parce qu'elles vont émettre des pseudopodes et ça va vous donner l'aspect d'un contour en roue dentée. Et ensuite, elles vont commencer à libérer le contenu de leurs granules. C'est l'activation plaquettaire, c'est-à-dire que là, l'adhésion des plaquettes va entraîner leur activation. Pour ce qui est de la sécrétion plaquettaire, c'est ce qu'on appelle le phénomène de release plaquettaire, ça va donc permettre la libération de l'ADP, de la sérotonine, du thromboxane et du facteur 4 plaquettaire. Ensuite, ces plaquettes-là vont vous constituer un agrégat, c'est ce qu'on appelle le clou plaquettaire qui va entraîner un arrêt transitoire du saignement comme je l'ai expliqué. Pourquoi? Parce que ce clou plaquettaire va ensuite être détruit et on obtient la libération d'un facteur appelé facteur 3 plaquettaire. Et ce facteur 3 plaquettaire va constituer le support de toutes les réactions de coagulation. Avant de passer à la coagulation, donc, je vais vous parler un peu de ce facteur de Willebrand. Le facteur de Willebrand va, comme je l'ai dit tout à l'heure, servir de ciment pour l'adhésion des plaquettes au collagène. Donc, ces plaquettes vont se coller au collagène grâce à ce facteur de Willebrand. Le facteur de Willebrand assure également une autre fonction qui est le transport du facteur 8 de la coagulation. C'est ce qu'on appelle, le facteur 8 est appelé le facteur anti-hémophilique A. Et lorsque nous avons atteinte du facteur de Willebrand, automatiquement nous avons l'atteinte du facteur 8. Donc la coagulation, nous avons le temps plaquettaire qui va être perturbé et la coagulation qui va être perturbée. Mais l'atteinte du facteur 8 n'entraîne pas plutôt une atteinte du facteur de Willebrand. C'est-à-dire que lorsqu'on est devant une hémophilie de type A, une atteinte du facteur 8, donc la coagulation sera perturbée, mais le facteur de Willebrand ne sera pas touché. Et donc le temps plaquettaire sera normal.